L'chaim, merci David. Qu'on puisse se voir pour de bonnes occasions, Bezrat Hashem. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה בדברו. Amen. Alors bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on est une journée un peu spéciale, puisque c'est le jour de Gimel Tammuz. Et ce jour-là, on a perdu la chance de pouvoir voir le Rabbi physiquement. Et c'est pour cela qu'on a l'habitude de se retrouver tous ensemble pour un faire bringen, pour parler, pour échanger, pour comprendre et parler un petit peu de la vie du Rabbi et comprendre un petit peu ce qu'il nous a laissé et qu'est-ce que nous on doit prendre sur nous aujourd'hui pour avancer avec ça. Alors tout d'abord, pour parler du Rabbi, on doit comprendre un petit peu cette dynastie. La dynastie du Rabbi de Lubavitch, c'est une lignée royale. Et quand je dis royale, c'est vraiment royal. Parce que le roi David a eu des enfants qui ont eu des enfants, etc. Jusqu'au Maharal de Prague. Vous savez, celui qui a fait le golem. J'ai lu le livre. De Marek. Ah oui, très joli. De là va venir un des sages les plus connus que l'on parle tous les matins dans le Timot Torah. Le Tanya, l'Admor HaZaken. Et donc, du côté du père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, il descendait directement du Maharal de Prague. Ce qui fait que l'érudition, la transmission, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une vraie famille royale. Et c'est pour cela que le Rabbi avait tout ce qu'il faut pour pouvoir transmettre le judaïsme au peuple juif. En tant que roi d'Israël. Et peut-être le Mashiach. Il y a des grandes chances, puisque ça fait partie des conditions David. de... Tu viens parler de David. Exactement. Mais il faut savoir que dans le Talmud, c'est marqué que chaque génération, chaque chassid se doit de dire mon Rabbi, c'est le Mashiach. Donc pour nous, le Rabbi, c'est le Mashiach. Tout simplement parce que c'est lui qui a toutes les facultés pour pouvoir recevoir le Mashiach. Et quand tu regardes toutes les conditions, il les a toutes. C'est extraordinaire. Shalom Zev. Hello, mets-toi à l'aise. Et de son vivant, c'était déjà le Rabbi. Ah, ben c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Parce que sinon, il savait qu'il avait vu Mashiach de son vivant. Ah, c'est la grande question. On va voir. Donc on vient à peine de commencer en nous expliquant que le Rabbi vient, par son père, de la dynastie royale du roi David à travers le Maharal de Prague. Il y en a un glacé là. Grande dynastie. De là, l'Admor HaZaken, premier maillon du mouvement Lubavitch, parce qu'avant on avait le Baal Shem Tov, le Maggid de Meseritz, qui ont fondé ça, qui ont fondé le chassidisme. Mais là, l'Echaim. Ah, je t'ai appelé. Je t'appelle 20 fois. Ah, désolé. J'étais là. Mets-toi à l'aise, Yves. Ça va? Je suis à l'aise. Chaim. David, donne à l'Echaim à Yves. Oui. Il veut une boucha. Ah oui, une boucha. Une boucha. Ah bah oui, une boucha. Non, vas-y, t'as ouvert ça, c'est bon. Allez, vas-y. Donc l'Admor HaZaken, Rabbi Shneor Zalman de Liadi, fondateur de la lignée Chabad, c'est lui qui va nous donner les bases du mouvement, la base philosophique du mouvement, et tout va commencer avec l'Echaim, avec le Tanya qu'on étudie tous les matins dans le petit mot Torah. Et c'est comme ça que la voie de la Chassidoute va commencer d'une façon profonde et aussi d'une façon rigoureuse. Pourquoi rigoureuse? Parce que avant, avec le Baal Shem Tov, avec le Maggid de Meseritz, on avait cette tradition, comme le Baal Shem Tov avait l'habitude, c'était de sortir dans les rues, d'aller sortir dans les villages pour transmettre la Torah à chacun d'une façon différente, à son niveau, pour qu'il puisse s'attacher un petit peu plus à travers des histoires, à travers des paraboles, et puis après à travers des études philosophiques, talmudiques, etc. Chacun à son niveau. L'Admor HaZaken va commencer quelque chose d'un petit peu plus différent, on va dire. C'est comme ça que va commencer la lignée Chabad, qui vient de Chorma Binadat, qui va transmettre la Chassidoute dans la partie compréhensible. Et c'est pour cela que le Tanya est vraiment un trésor extraordinaire, qu'on peut chacun d'entre nous l'étudier et le comprendre à son niveau. Et c'est comme ça que des plus grands érudits, lorsqu'ils le voient, lorsqu'ils l'étudient, ils se disent « Mais waouh, toute la Torah dans un si petit livre !» Et nous, on voit ça, c'est magnifique, mais on ne se rend pas compte de la sagesse et la grandeur qui se trouve à l'intérieur. Et donc, c'est comme ça que le Alter Rebbe, qui veut dire le vieux rabbi en yiddish, il n'a pas seulement créé un courant, il a créé une famille spirituelle qui est la lignée Chabad. À partir de là, on voit que le rabbi Menachem Mendel Schneerson, dont on parle aujourd'hui, ainsi que sa femme, les deux viennent
de l'Admour HaZaken. En fait, c'est une seule famille qui va venir, comme on va le voir un petit peu, de enfants différents, et vont se retrouver en fin de compte pour se marier. Ils ont pas. Bah oui, si à un moment tu es un peu plus loin, oui. C'est comme ça qu'on va parler maintenant, après les différents rabbis de Lubavitch, jusqu'au rabbi précédent. Le rabbi précédent, c'est le rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, qui a donné sa vie pour le judaïsme en Russie. Et c'était un héros à part entière. Pourquoi? Parce que il a tout fait dans un régime communiste, dans un endroit qui est extrêmement dangereux. Il a tout donné, toute sa vie. Il a poussé les gens à donner leur vie pour pouvoir faire qu'il y a des écoles juives, qu'il y a des synagogues, qu'il y a des mikvés, pour que les gens puissent vivre leur judaïsme convenablement. Mais c'était pas seulement un risque de taxes ou de problèmes ou de prison. C'était un risque de mort. Pas chaud de mort. Et c'est comme ça qu'il n'a pas cessé d'envoyer des émissaires partout en Russie pour cachériser des cuisines, pour préparer pour Shabbat, pour préparer la vie juive, pour les écoles, pour tout. Jusqu'en 1927, où il va être arrêté par la police secrète, NKVD ou KGB, comme vous voulez l'appeler, il a changé de nom. On l'a jeté dans la prison de Leningrad. Et là, il y a un général du NKVD qui vient le voir avec son pistolet, et lui, il n'a pas peur. Alors il lui dit, mais comment c'est possible que tu n'as pas peur de mon pistolet? En général, je te fais peur à tout le monde. Il n'y a personne qui ne tremble pas devant moi. Il dit, mais c'est normal. Parce que, qu'est-ce que vous avez, vous? Un monde et plusieurs dieux. Mais moi, j'ai un dieu et plusieurs mondes. Donc tu ne me fais pas peur. C'est comme ça que, même en prison, les gens vont avoir énormément de respect pour lui, de crainte de lui, tout en même temps voulant essayer de tout faire pour le tuer. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va parler de toute son histoire, parce que c'est une autre date racidique. Mais il va en fin de compte, un peu plus tard, réussir à sortir, mais brisé complètement. Et c'est sa fille, avec le rabbi, qui va continuer la lignée Chabad avec le rabbi de Lubavitch. Est-ce que le tombeau qu'il y a à Brooklyn, là-bas, à côté du rabbi, c'est ce monsieur-là? Exactement. C'est beau-père et beau-fils. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la descendance des rabbis ne va pas rester tous et toutes précisément dans un judaïsme extrêmement religieux et fermé. On va se retrouver à avoir beaucoup de leaders spirituels, des grands rabbins de communauté, des grands directeurs, etc. On va avoir des industriels, on va avoir des ingénieurs, on va avoir des philosophes, on va avoir des psychologues. Donc il va y avoir une sorte de mille éclats qui va ressortir des enfants et des descendants de l'Admour HaZaken. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que de temps en temps, comme ça, dans ces lignées-là, il y a un qui reprend toutes les qualités de tout ce que les autres avaient, et il en fait une seule personne. Et ça, c'était la force du rabbi. Parce que quand on va voir son histoire, on va se rendre compte que tout ça, il avait. Et comment il a fait, c'est ça qui est assez intéressant. Tout d'abord, déjà tout petit, ses parents, Rabbi Levi Yitzhak et la rabbinite, Mandy, et la rabbinite, sa mère, était normalement prévu pour être le rabbi qui allait prendre la place de l'ancien. Ça veut dire qu'il y a un moment, lorsque le rabbi d'avant, le numéro 5 est parti, il y avait deux possibilités pour le 6e rabbi. Ou Rabbi Yosef Yitzhak, qui va prendre en fin de compte la suite, ou Rabbi Levi Yitzhak, qui était le père du rabbi. C'est-à-dire que si déjà il était en mode de possibilité pour le devenir, c'était quelqu'un d'assez grand. Alors, il faut savoir quelque chose d'assez spécial. Dans différents mouvements, c'est pas automatisé, l'enfant prend la suite. C'est les chassidim qui vont choisir qui va être leur rabbi. Chez Lubavitch, c'est comme ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est eux qui vont donner toute leur vie et toute leur âme pour être celui qui vont suivre. Donc en fin de compte, lorsqu'il y avait 2-3 possibilités de personnes, c'était pas obligatoirement l'enfant ou le gendre ou tel gendre qui va prendre la suite. Mais comme dans toute famille, on va voir que ça peut poser des problèmes. Et ça fait partie des soucis familiales que le rabbi va aussi devoir passer. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce rabbi Levi Yitzhak, le père du rabbi, était un homme phénoménal, une connaissance kabbalistique, toranique, talmudique extraordinaire. Il va devenir lui-même le rav de Yekaterinoslav, qui est Dino Propovic aujourd'hui. C'est en Algérie à droite. Je parle Dino, ça c'est pas de Dniepropetrovsk.
C'est quoi ça? C'est quoi? C'est Algérie à droite là-bas. Donc là-bas, non, mais non. Et il va écrire énormément de commentaires kabbalistiques, des choses assez extraordinaires. Et c'est beaucoup grâce à sa femme, la rabbinite Hana, que l'on va mériter d'avoir tous ces écrits. Alors, pourquoi? On va voir un tout petit peu plus tard. D'abord, on va essayer de comprendre qui va naître dans cette famille. Dans cette famille va naître 3 garçons. Le premier, c'était Rabbi Dovber, qu'on appelait Berl. Malheureusement, il va être attrapé par les nazis après une dépression. Et il va être, en fin de compte, à Treblinka, il va tomber. Puis on a Rabbi Israël Aryeh Leib, on l'appelait Leibel. Lui, c'était un brillant scientifique. Et il faut savoir que les voisins de Rabbi Lévi envoyaient très souvent leurs enfants jouer avec le rabbi, avec les frères du rabbi. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il leur disait, au moins, tu apprendras quelque chose de là-bas. Tellement c'était... les enfants du Rabbi Lévi, c'était des enfants extraordinaires. C'était bien sûr une maison remplie de Torah. Chaque jour, ils allaient au Cheder, donc c'est l'école juive, on n'apprend que la Torah du matin au soir. Mais pas seulement, parce que quand ils rentraient à la maison, le rabbi n'étudiait pas seulement la Torah. Il rajoutait des études scientifiques, parce que lui, il a fait des études mathématiques, psychologiques, etc. Il apprenait en autodidacte. Après, on arrive là, hein, bien sûr. Parce que je suis chaud. Je vois. Mais surtout, il réussit à faire son bac à 16 ans. Et en fin de compte... Hein? En France? Non, là-bas aussi. Oui, enfin, ça veut dire son fin de carrière d'études, si tu veux. Et les étudiants universitaires venaient chez lui étudier avec le rabbi, même ceux qui n'étaient pas dans sa classe et qui n'étaient pas dans les mêmes cours, ils venaient lui poser des questions, lui demander de l'aide pour se préparer aux interrogations. Mais le plus important, c'est pas ça. Parce que Rabbi Lévi avait pris sur lui d'enseigner la Kabbale à ses enfants. Et il faut savoir qu'un jour, il a fait un discours dans la grande synagogue de Ekaterinoslav. Et il n'y a personne qui a compris tellement c'était puissant. Je parle de Rabbi Lévi, le père. Hein. Et les Chachamim, les sages qui étaient là-bas, ils viennent le voir et disent, Rabbi, il n'y a personne dans la salle qui a compris. Il dit, si, il y a mon fils de 14 ans, lui, c'est bon. 14 ans. Mais Rabbi Menachem Mendel. T'as entendu? T'as entendu, Mendy? 14 ans, il y a des boulots. Et donc, on se rend compte un petit peu que le rabbi, à ce moment-là, même déjà petit, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et donc, lorsque son frère, Rabbi Douber, qui souffrait d'une dépression, en fin de compte, va être attrapé par les nazis plus tard, pendant la guerre, son autre frère, qui est Rabbi Leibel, il va s'appeler, en français, entre guillemets, Max Gourari. Il va se faire appeler comme ça. Ah, Gourari. Gourari, exactement. Et il va aller à Berlin. Il va s'éloigner un petit peu de la religion. Pas complètement, mais il va s'éloigner un petit peu de la religion. Il va malheureusement contracter le typhus. Le rabbi va énormément aller l'aider. Il va aller à Berlin spécialement, entre autres, pour lui. Et il va l'aider, il va le soutenir jusqu'à qu'en fin de compte, il va guérir. Il va pouvoir aller en fin de compte en Israël, se marier, avoir une fille, et cette fille, c'est la dernière descendance de Rabbi Levi Yitzhak et de la rabbinite Hana. Parce que le rabbi n'a pas eu d'enfant physique. Maintenant, il faut savoir qu'à ce moment-là va commencer l'année lumière. Et quand on dit lumière, on se dit, ouais, c'est sympa, il y a de la lumière, mais en fait, c'était une période extrêmement difficile pour le judaïsme russe. Parce que le peuple juif, à ce moment-là, va avoir une grande scission entre les personnes qui voulaient garder la religion et ceux qui voulaient aller dans la lumière, entre guillemets, de la science, de la modernité. Ouais. Et c'était tellement grave que le rabbi Yosef Yitzhak, alors qu'il était encore assez jeune, il n'était pas encore rabbi, va se faire frapper en sortant du mikvé par le fils du cordonnier, et ils vont se battre au point que le rabbi va devoir lui mettre un coup de poing dans le ventre, qui va se rappeler de ça des années plus tard. En lui disant, j'ai encore mal de ce coup de poing, de ce que tu m'avais donné. Et c'était un juif, le cordonnier. Bien sûr, bien sûr. C'était une période très très difficile, parce qu'il y avait cette question, est-ce qu'on reste dans la religion, est-ce que... La science contre la Torah. Voilà, il n'y avait pas, en fait, il n'y avait pas le mix des deux. C'était ou l'un ou l'autre, c'était blanc et noir. Et c'était très très compliqué pour le judaïsme à ce moment-là.
On Et c'est vit pour un ça peu que... ça maintenant aussi, un peu. Non, c'est pas le même niveau Non. encore. Pas encore, non. Là-bas, c'était vraiment gravissime. Gravissime. Au point qu'il y avait les troctistes et il y avait les schneerstistes. Ouais. Les gens de Schneerson, ça veut dire la famille du rabbi, étaient ceux qui se battaient pour que la religion continue. Alors que les trotskistes, c'était ceux qui amenaient le plus de sciences, d'histoire, etc. C'était vraiment une vraie bataille. Et vous savez, qu'est-ce qui a fait que le peuple juif, à ce moment-là, a réussi à rester uni de temps en temps? Quelque chose qui revient de génération en génération, les persécutions, l'antisémitisme. Tout simple. Les Juifs qui étaient partis à ce moment-là aussi dans le Biotobidjan. Il y a eu Kazakhstan, il y a eu plein. Mais le Biotobidjan, c'est comme une sorte d'État juif. Ah, c'est après, ok. C'était Staline qui l'a créé. Ok. Non. Et donc, en fait, Du coup, l'histoire se répète. Hachem, il nous dit, pourquoi est-ce que tu attends à ce que je t'envoie l'antisémitisme pour te rappeler d'être uni avec ton frère? Pourquoi attendre? C'est pas parce que tu penses pas de la même façon, que tu n'as pas les mêmes idées que ça veut dire que vous ne pouvez pas être unis. Est-ce que tous les frères se pensent la même chose et vivent de la même façon? Non, c'est pas grave. Alors on doit s'entraider quoi qu'il se passe. Et le fait de se battre entre nous, c'est exactement ce qui amène l'antisémitisme. Parce qu'Hachem, il te dit, tu veux pas te rappeler que tu dois être uni, moi je vais te montrer pourquoi tu dois être uni. Chaval, vraiment dommage. On est en plein dedans maintenant. Ah oui. Et donc Rabbi Levi Yitzhak, il avait un courage assez extraordinaire, parce que lui, il se battait à 100% pour que la Torah puisse continuer en Russie. Autant que Rabbi Yosef Yitzhak faisait de son côté et envoyait des émissaires partout. C'est comme ça que, en 1939, il y a eu une grande question qui s'est posée. Parce que le Rabbi Levi Yitzhak, donc le père du Rabbi, devait s'occuper de donner le tampon de kasher sur les matzot qui allaient être envoyés partout en Russie et en Pologne. Et c'était toujours lui qui le faisait tous les ans. Jusqu'au jour où c'était vraiment le communisme à fond. Et là, il y a eu une grande question parce qu'ils ont voulu absolument obliger à ce que les fours qui soient utilisés soient des fours communistes. Et donc, pas kasher spécialement, encore moins pour Pessah. Déjà pas kasher en soi, mais ça encore, ça peut se cachériser. Mais pour Pessah, c'est super compliqué. Et ils ont obligé Rabbi Levi à mettre son tampon. Il a rien voulu savoir. Il a rien voulu savoir, il a failli en mourir. Au point qu'il va envoyer une lettre à Kalimin, qui était le président russe à ce moment-là, qui va lui donner la permission de faire les matzot comme il le faut. Et c'est comme ça qu'il va préparer et envoyer les matzot pour tout le monde. Sauf qu'un mois avant Pessah, les Russes vont pas aimer du tout qu'il a réussi à faire ça. Et ils vont l'attraper, ils vont le mettre en prison, ils vont l'interroger, etc. Jusqu'à qu'à la fin, pour pouvoir les faire taire, il va leur dire « J'ai soudoyé Kalimin, donc vous ne pourrez rien faire contre moi. » C'est comme ça que ça va un petit peu calmer les choses pendant un temps. Mais en 1940, il va être envoyé à Tchili, en fin fond du Kazakhstan. Sa femme, la rabbinite Rana, elle va travailler très dur pour lui donner à manger parce que, en fait, ces pourritures, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait deux sortes de prisonniers qui étaient envoyés là-bas. Ceux qu'ils savaient qu'ils pouvaient encore amener quelque chose au pays, donc ils lui leur donnaient à manger. Et ceux qui étaient, entre guillemets, des contre, des espions des autres, il leur donnait pas à manger. Ils restaient pas longtemps vivants là-bas. Sibérie, c'était la catastrophe. Mais la rabbinite est partie avec lui, en exil. Donc sa femme, pour pouvoir travailler toute la journée, pour pouvoir lui amener un petit peu un morceau de pain pour qu'il puisse vivre. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a fait par elle-même, elle a créé de l'encre avec du végétal, sur des papiers de cigarettes, sur des papiers, tout ce qu'elle a pu trouver pour qu'il puisse écrire tous les enseignements kabbalistiques que l'on a encore aujourd'hui. C'est grâce à ces petits papiers, cette petite encre qu'elle a pu faire pendant tous ces moments d'exil. Incroyable. Et c'est en 1944 qu'ils vont partir à Alma-Ata. Malheureusement, il va mourir en chemin. Et il ne va plus jamais revoir son fils aîné. C'était en 1927. C'était l'aîné. Depuis 1927. Mendel, c'était l'aîné des trois. C'était... Non, le deuxième, je crois. En fin de compte, après la mort de son mari, la rabbinite Rana, donc la mère du rabbi, elle va faire un faux passeport, elle va passer la Pologne, elle va aller en Allemagne, elle va aller en France, et là le rabbi va aller la chercher en 1947, il va venir la chercher à Paris, il va la ramener à Brooklyn, et il va aller la voir une fois par jour. Et le vendredi, 2 fois, parce que le Shabbat c'était compliqué, il devait s'occuper de la communauté. Donc 2 fois par jour le vendredi, il venait la voir, et malheureusement avec tout ce qu'il faisait pour la rendre heureuse, elle ne s'est jamais remise de ses épreuves.
et elle va en tomber, en fin de compte, un peu plus tard. Elle a perdu un fils aussi. Hein. Perdu un fils, perdu son mari dans des conditions exécrables et atroces. Mais il faut savoir que quand on demandait à la mère du rabbi comment est-ce que le rabbi se comportait avec elle, il y a des petites histoires très intéressantes. Elle raconte qu'il ne lui a jamais tourné le dos. Jamais. C'est-à-dire qu'il rentrait comme ça et quand il sortait, il faisait semblant d'arranger une chaise, semblant et il sortait comme s'il était devant le Sefer Torah. Comme si c'était Sefer Torah, Exactement. Et il sortait toujours, jamais lui a montré le dos. Il avait un respect envers ses parents qui était extraordinaire. Combien on doit donner de respect à ses parents, on ne se rend pas compte de l'importance du respect qu'on doit à ses parents. C'est vrai ou pas? Ouais. J'ai lu maintenant que le footballeur Ronaldo, il a quitté sa femme aussi. Il a dit pourquoi? Il dit parce que quand je venais, ma mère était là et tout, elle disait tout, je préfère ma mère à elle. Ah, ils viennent se séparer maintenant? Ben, j'ai lu ça aujourd'hui. Pourquoi tu l'as? Parce que quand j'amenais ma mère, elle disait ça, non, pourquoi tu l'amènes et tout, alors je l'ai envoyé balader. Ma mère, c'est plus important. Les Avdil, vous savez que quand Ishmaël il s'est marié, tu te rappelles, on avait parlé de ça. Quand Ishmaël s'est marié d'abord avec une fille de Canaan, Abraham, il est parti le voir chez lui à la maison, il a tapé à la porte, lui n'était pas là, il était au travail, et sa femme lui ouvre, il lui dit, vous n'avez pas un verre d'eau pour moi? Il dit, non, on ne veut pas te voir ici, dégagez d'ici. Et Abraham, il lui dit, quand ton mari revient, dis-lui que j'ai pas aimé son pas de porte. Quand il revient, il dit, il y a un vieux monsieur qui est venu qui lui a dit, j'aime pas ton pas de porte. Dégage. Il lui dit, alors dégage de la maison. Alors il s'est marié avec une Égyptienne, et l'Égyptienne a invité Abraham à boire un verre, etc. Et quand il est revenu, la femme lui dit, il y a un vieux monsieur qui est venu, il a dit qu'il aime ton pas de porte. Et là, il a dit une phrase assez extraordinaire. Il a dit, mon père m'aime, mon père m'aime. Et ça, c'est Ishmaël. Beau, hein? Ouais, Ishmaël. Il va faire teshuva à la fin. Juste Donc, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, en fin de compte, la Rabbatzin Chana s'éteint le 6 Tishri 1984. Et là, pour l'honneur et le respect à sa maman, le rabbi va faire des discours spéciaux sur la paracha, mais il va parler de Rashi. Vous savez, Rashi, c'est Rabbi Shlomo Yitzhaki qui a expliqué la paracha d'une façon assez profonde, mais aussi tellement simple pour tout le monde. Mais quand on veut comprendre ce que Rashi dit, comment il le dit, on se rend compte qu'on n'arrive même pas à comprendre ce que le Rashi veut dire. Quand le rabbi vient nous expliquer Rashi, c'est inimaginable. Et pendant 1 an, il va faire des discours juste pour expliquer la paracha comme le Rashi l'explique. C'est extraordinaire. Passons maintenant au Rabbi Yosef Yitzhak. On a parlé des parents. Donc maintenant, on va parler des parents de la femme du Rabbi. Rabbi Yosef Yitzhak et sa femme vont avoir 3 filles. Donc c'est intéressant de voir que d'un côté, on a 3 fils, de l'autre côté, on a 3 filles. Et donc l'aîné de ces 3 filles va se marier avec Rabbi Shmariaou Gourari, qui était un homme d'affaires, mais qui était aussi un rabbin, qui va jouer un rôle extrêmement important dans l'administration Chabad Lubavitch. On va voir après. Chaya Mushka, la deuxième, elle va épouser notre Rabbi Menachem Mendel Schneerson. La troisième, Sheina, va épouser le Rav Menachem Mendel Orenstein, qui était un érudit distingué. Sauf que, en 1924, il n'était pas encore marié, le Rabbi Menachem Mendel Schneerson va partir à Leningrad pour voir le Rabbi Yosef Yitzhak, pour s'attacher à lui d'un niveau et devenir son chassid. Au point que la femme du rabbi disait, mon père a un chassid, c'est le rabbi. Un chassid, à ce point, c'est que quand le rabbi disait quelque chose, il n'y a pas de question, on se pose, on peut pas, on commente. Le rabbi il a dit, on fait. C'est le vrai soldat, 100%. Et pour vous donner une idée, il y a une histoire. Et ben toi aussi, va là-bas. Il y a une histoire avec les Druzes, avec les Turcs, je sais plus, je me rappelle plus le détail exact. Mais il y a un moment, il y a eu une grosse guerre. Il y a le chef, entre guillemets, de ce petit village, on l'appelait le vieil homme. Et tous les soldats l'écoutaient, mais à yeux fermés. Et quand ils ont commencé à faire des pourparlers de paix, le vieil homme, il a dit, tu veux que je te montre c'est quoi un soldat? Il dit, vas-y, montre. Il dit, soldat, ouvre la fenêtre et saute. Et le soldat, il saute. Il dit, un deuxième, toi, tu ouvres la fenêtre, tu sautes. Et il saute. Le troisième, tu ouvres la fenêtre, tu sautes. Et il saute. L'autre, il a compris, il est parti voir son boss, il lui a dit, il faut faire la paix avec lui. Parce que des soldats qui réfléchissent pas, qui font, on peut pas gagner contre des gens comme ça. Et c'est comme ça que le rabbi, c'était un chassid de Rabbi Yosef Yitzhak. C'était à 100%. Il n'y a pas de question qui se posait. C'était le soldat de... C'était le rabbi, vraiment ça.
Et donc, il faut savoir que se rendre à ce moment-là à Leningrad, en cette année-là, en 1924, c'était un très grand risque, parce que c'était pas sûr qu'il pouvait revenir. C'était pas sûr de pouvoir même survivre là-bas. Et il a profité de ce moment pour aller voir un petit peu ses parents. C'est comme ça que jusqu'à 1927, il a pu voir encore ses parents, jusqu'à après qu'il va aller à Berlin, etc. En fin de compte, il va partir à Riga. Il va partir après en Lettonie. Après, il va partir à Varsovie. Et à chaque fois, il va suivre Rabbi Yosef Yitzhak. Et à Varsovie, ils vont rester là-bas pendant un petit moment. Dans le ghetto, là-bas, etc. Et quand il a demandé la permission et un visa pour aller jusqu'à Varsovie, le douanier là-bas, il dit à Rabbi Yosef Yitzhak, il dit, pourquoi vous voulez ce gendre? Prenez, il y en a plein d'autres, Makara. Il dit, non, un gendre comme ça, il n'y en a qu'un dans le monde. Et il avait raison. Il n'a pas des tonnes de Donc rabbis il comme ça. était déjà marié. Pas encore, mais il allait se marier. C'est en 1928, à Varsovie, que va se préparer le mariage. Le souci, c'est que pour préparer ce mariage, c'était très compliqué, parce qu'ils étaient très pauvres. Ils venaient de se sauver de l'autre côté, etc. Donc c'était pas évident. Donc ils vont prendre 1 an pour préparer ce mariage. Mais le mariage, c'était 2 grandes familles, de grands rabbis qui allaient marier leurs enfants, 2 familles Schneerson qui allaient marier leurs enfants, 5000 personnes sont venues. T'imagines un petit peu le traiteur? Ça coûte plus cher que Jeff Bezos. Ah oui, là, c'est 5000 personnes qui sont venues, sans compter les grands sages qui étaient là, etc. Il y avait un policier qui était devant avec les cartes d'invitation, etc. C'était un truc de fou furieux. Adin Stenzal se raconte qu'il y avait son grand-père et sa grand-mère qui ont participé au mariage. Il raconte un peu les détails un peu là-bas, c'est assez intéressant. Mais il y a un détail assez important là-bas, c'est qu'il y avait tellement de monde que les pickpockets se sont éclatés. Au point qu'énormément de choses ont été volées, mais même la ketouba du rabbi a été volée. T'imagines? C'est fou, hein? Et donc le rabbi, après le mariage, va devoir aller dans le bureau du rabbi Yosef Yitzhak pour qu'il lui réécrive une ketouba pour pouvoir vivre avec sa femme. Parce qu'on ne peut pas vivre avec sa femme si on n'a pas de ketouba. Ah, si on perd sa ketouba, il faut demander. Il faut la réécrire. Ah ouais, obligatoire. C'est sur base de la copie de celle existante. Ouais, exact, bien sûr. Sinon, on la refait sans base, mais ça, il faut la refaire. Maintenant, le souci, c'est qu'il manquait 2 personnes extrêmement importantes dans la vie du rabbi pour le jour de leur mariage. C'était qui? Ses parents. Ses parents. Ses parents étaient coincés, ils ne pouvaient pas sortir. Ils ont demandé au gouvernement une permission spéciale, il ne les a pas laissés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invité leurs amis. Sauf que dans leur pays, dans leur ville où ils étaient, toute personne attachée à la famille Schneerson était égale risque de prison et de mort. 300 personnes sont venues à la fête. C'est énorme. 300 personnes sont venues à la fête et ils ont envoyé un message au rabbi en lui disant « Ne t'inquiète pas, notre âme est attachée à toi. Sache que tu es béni comme le Tzemach Tzedek qui était un des rabbis de Lubavitch avant, qui s'était marié. Lui-même s'appelait Menachem Mendel et sa femme le même nom que sa femme. Et donc que le rabbi était attaché à ses parents, que nous on va danser ici, que tu es dansé ici, on danse avec toi, avec toute notre âme, ne t'inquiète pas, profite à distance de cette fête extraordinaire. » C'est fou, hein? Incroyable. Maintenant, c'est là que le rabbi va arriver à Berlin. Après tout ça, il va arriver à Berlin. Et là-bas, le rabbi Yosef Yitzhak va commencer à lui transmettre ce que ça veut dire être rabbi. Très gentiment, à travers certaines coutumes que seuls les rabbis font. La première coutume la plus connue que seuls des grands tzaddiks, des grands sages, des rabbis font, c'est qu'à la place de mettre une paire de téphilines, ou 2 paires de téphilines pour ceux qui étudient la Kabbale, le Rabbeinu Tam, que souvent les rabbinim mettent, de mettre le numéro 3 et le numéro 4. Pour ceux qui réussissent à avoir un contrôle total sur leurs émotions, sur leurs actions, et même qui ont réussi à tuer leur mauvais penchant. C'est un niveau qui n'est pas accessible à tous, et il a commencé à ce moment-là à mettre les 4 téphilines. Et c'est à partir de quand qu'on peut il y a que 4 paires de téphilines. 4, ouais. Ça, j'ai jamais entendu. Quoi, Qui tu mets, faisait tu ça? enlèves, tu Le mets, rabbi. tu enlèves. Allez. Non, alors comment ça marche? Parce que le rabbi plus tard nous a donné des informations, parce que c'est des informations qui sont cachées, normalement c'est que les tzadikim qui les mettent, donc c'est des coutumes qui se mettent entre eux. En fait, comment ça marche? Quand tu mets Rashi, tu enlèves que la tête, tu mets que la tête de Shimush Haraba, c'est un mélange de parchemin. Après, quand tu mets Rabbeinu Tam, tu enlèves après que la tête de Rabbeinu Tam et tu mets le Ravad numéro 4. Ah, donc tu gardes le même bras et c'est la Ouais. tête. Il y a que les 2, Rashi Rabbeinu Tam en bras, mais en tête, il y a 4 différents. Toi, t'as 2 aussi? 2, c'est pas mal déjà. Alvaï 3, 4, ouf, on est Bientôt loin. 3. Oh, on est loin. Alvaï.
J'ai jamais eu ça. Mais qui La seule décide? chose que j'ai eue, c'est... Alors c'est quelqu'un qui simplement met avoir déjà un 4 qui peut te dire si tu es apte ou pas. Moi, c'est le permis de conduire, c'est tout. C'est pas mal déjà aussi. Tu sais que pour le permis, il y a un Bachor Yeshiva, donc il y avait 17, 18 comme ça, qui envoie le rabbi, dit Rabbi, je voudrais apprendre à conduire. Le rabbi lui a dit apprends à te conduire avant d'apprendre à conduire. Il a compris le message. Et donc la deuxième coutume assez connue qui est chez les tzadikim, c'est que le jour du 9 Av, vous savez, Tisha B'Av, on met pas les téfilines le matin, on les met que l'après-midi. Ben, les tzadikim le mettent quand même le matin. Mais c'est le truc spécifique aux tzadikim. C'est pour ça que si quelqu'un en fin de compte s'est trompé, il a zappé, il les a mis le matin, c'est pas la fin du monde. Au pire, il est devenu tzadik un matin, c'est pas la fin. Tout va bien, c'est pas gravissime. Et donc, c'était un étudiant qui n'était pas comme les autres. Parce que, autant il avait ses études séculières, autant, en parallèle, il correspondait énormément avec son père, le rabbi Levi Yitzhak, puisqu'il étudiait en autodidacte, mais en même temps, il échangeait, il apprenait, etc. Et il parlait aussi avec des lettres très profondes sur le Talmud et sur la Halacha avec le Rogochover. Vous avez entendu parler de lui? Non. C'est Rabbi Yosef Rosin. En fait, comment on peut expliquer le Rogochover? C'est un des érudits les plus extraordinaires de notre temps. Il connaissait toute la Torah, aller-retour, c'est inimaginable. Ouais. Ce que j'entends, c'est le bruit du Extraordinaire. Extraordinaire. Et donc il avait beaucoup de communication avec lui pour apprendre, pour étudier, pour évoluer. Un vrai génie en fait, un vrai génie. Et il y a une petite anecdote très intéressante qui s'est passée alors qu'il était encore à Berlin. C'est qu'à Purim, qu'est-ce qu'on fait? On boit un petit peu. Le rabbi avait bien bu. Sauf qu'on était dans un endroit quand même à Berlin, parler de Torah en public, dans une université laïque, etc. C'était pas vraiment le meilleur plan à faire. Mais comme il avait bien bu, il s'est mis debout sur la table, il a commencé à parler, à faire discours de Torah, il faut faire la Torah, il faut faire les mitzvot, battre tefillin, etc. Il était à fond. Sauf que le policier sont venus, ils l'ont mis en prison. Et c'est le Rav Yosef Soloveitchik qui va réussir à le faire sortir. Ben, il va pas rester longtemps, à quelques heures. Mais en sortant, le Rav va lui dire, maintenant tu peux être rabbi. Parce que tous les rabbis de Babylone sont partis un petit peu en prison. Maintenant c'est bon, tu peux être rabbi. C'est extraordinaire comme quoi le rabbi aussi il est parti en prison. Ça donne. Et maintenant il faut savoir que pendant ces années-là, il va écrire un journal intime. Et pas que pendant ces années, mais toutes ces années même plus tard. Et il va appeler ce livre Reshimot. Roshem, c'est quand on écrit quelque chose. Tout ce qui va l'archim, tout ce qui va le frapper entre guillemets, tout ce qui va il prenait note de tout ça. Et on va, après sa disparition, on va retrouver ces livres dans son cabinet personnel et ils vont être plus tard publiés. Pas tout le monde sont d'accord de les lire, ça reste des choses personnelles, etc. Mais en fin de compte, ils sont publiés, vous pouvez les acheter, ça s'appelle les Reshimot du Rabbi. C'est assez intéressant, ils ont été traduits aussi en français. Je n'ai pas tout lu, mais c'est assez intéressant. En fin de compte, en 1933, commence le nazisme en Allemagne. Et donc le Rabbi se rend compte de ça et avec son épouse, parce qu'il était marié à ce moment-là, vont aller à Paris. À Paris, Rabbi Yosef Yitzhak avait une vision pour lui. Déjà, il le préparait à être Rabbi. Et donc, il voulait que son gendre puisse voir comment est-ce que la vie parisienne juive existe, comment les juifs qui ne sont pas dans la religion vivent leur judaïsme pour qu'ils puissent les comprendre et pouvoir plus tard les aider à évoluer. Et c'est comme ça que c'est une des raisons pourquoi est-ce que le Rabbi est parti à Paris, à la Sorbonne, etc. Pas seulement pour sa propre connaissance, entre guillemets, mais aussi pour pouvoir vivre autour de ce judaïsme qui était un peu perdu, pour pouvoir après savoir comment les aider. Au point que quand il avait envoyé différents shluchim, que ce soit à Paris, le Rav Moulazimov ou le Rav Gourevitch à Lyon, il leur avait dit, moi j'ai planté, vous allez récolter. C'est-à-dire que le Rabbi, quand il était à Paris, il avait planté déjà toutes les sources de la Torah pour que le peuple juif puisse grandir. Et regardez, la France, c'est assez extraordinaire. Il y a une facilité de judaïsme magnifique. Le Rabbi a planté, il fallait juste récolter. Juste, entre guillemets. Il y a eu du boulot. Et donc, la question qui pourrait se poser, et qui va être très problématique pour les chassidim plus tard, pour prendre la décision que c'est bien le Rabbi qui allait être le Rabbi, c'est que le Rabbi avait fait des études séculières. Ça ne s'était jamais vu, à part l'Admor HaZaken. Eh oui, l'Admor HaZaken avait beaucoup étudié, c'est comme ça que il va même aider à un moment un grand gouverneur russe qui avait une montre solaire avant,
en lui expliquant comment ça se fait que pendant un certain temps, la montre s'était arrêtée. C'est parce qu'il y avait une forêt qui avait grandi et qu'il fallait couper les arbres pour que le soleil puisse passer à tant de kilomètres. C'était le seul qui a trouvé la réponse en quelques heures, alors que pendant des années, les autres n'arrivaient pas à trouver. C'est des grands. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, il avait réussi à prendre toutes les qualités de tous les descendants de l'Admorazaken en une seule personne. C'était assez extraordinaire. Mais pourquoi c'était important pour lui? Il y a eu une histoire où quand le microphone est sorti, le micro, il y a des rabbanim qui disaient, on a le droit à Shabbat. D'autres qui disaient, c'est interdit Shabbat. Et le rabbi a dit dans un discours quelque chose d'assez extraordinaire. Il dit, il y a des rabbins qui connaissent la Torah de façon extraordinaire, mais ils ne connaissent pas la science, donc ils ne savent pas comment le microphone fonctionne. D'autres qui connaissent très bien le microphone, mais ils ne connaissent pas bien la halakha. Moi, je connais et l'un et l'autre, et je peux vous dire que ça, c'est interdit. Donc, en fait, l'idée de l'avoir la connaissance aussi scientifique qui était derrière, ingénieur, etc., c'était pour... dans la science, mais il était complètement dans la Torah, etc. Et c'est pour ça, en fait, que quand il était à la Sorbonne, il étudiait le Tanya. Quand il est rentré à Berlin, par exemple, et qu'il est rentré en retard, il a dû rattraper tout un semestre pour pouvoir se mettre à jour, et sans aucun problème. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ce qui s'est passé à la Sorbonne, mais une fois, il y a un des profs qui lui a dit mais tu écoutes pas le cours, viens nous faire nous refaire le cours que je viens de faire depuis 4 heures. Et il l'a fait en 2h30 mieux que le prof. C'est le rabbi, vous voyez, alors qu'il était en train d'étudier le Tanya et sa femme était à côté de lui. Enfin, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. En fin de compte, il avait un camarade d'études là-bas qui s'appelait Tzvi Shefer, qui dit un jour sur le rabbi que jamais, pendant tout le temps qu'il a vécu à Paris, il l'a vu rentrer dans un théâtre ou dans un cabaret. Et que pour lui, c'était une façon de montrer qu'on peut très bien vivre un judaïsme complet malgré qu'on n'est pas dans un shtetl, malgré qu'on n'est pas dans un ghetto. On peut très bien vivre son judaïsme si on veut le vivre convenablement. Et c'est jusqu'en 1938 où il va être diplômé d'ingénierie de la Sorbonne et en fin de compte, un peu plus tard, va partir de Paris avec la guerre qui commence. Alors, il faut savoir que le rabbi, on lui a proposé un poste de rabbin, mais il n'a pas voulu le prendre. Par contre, ça ne veut pas dire que pour ça, il ne s'est pas impliqué dans la vie juive. À l'inverse, il a fait créer plusieurs écoles juives, plusieurs synagogues, il faisait des cours quasi tous les soirs. Et c'était où spécialement? C'était au 17 rue des Rosiers. Je ne sais pas si vous êtes déjà parti dans cette synagogue à Paris, c'est dans le Marais. C'est une petite synagogue, au premier étage, assez extraordinaire. On a fait la mise des téphilines de mon fils Aaron là-bas. C'est ça, je me disais. Extraordinaire. Il y a quelque chose là-bas. Rue des Rosiers. Rue des Rosiers. Et c'est vraiment quelque chose à ne pas rater quand on va à Paris, parce qu'il y a une âme, quelque chose là-bas. Il y a quelque chose de spécial là-bas. Le rabbi a vécu pendant tout ce temps-là. Et il faut savoir que là où il habitait, il y a une famille juive qui a vécu après dans le même appartement. Et un jour, on a posé à cette famille, sans savoir, il dit, qu'est-ce qui s'est passé avant? Vous n'étiez pas religieux et maintenant vous êtes religieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je sais pas. Depuis qu'on est rentré dans cet appartement, on est poussé pour... il n'y a rien à faire. Il dit, ben ouais, le rabbi, vous l'habitez avant, qu'est-ce que tu veux faire? Il a mis dans l'air, il y a quelque chose de... C'est pour ça que quand on va au 17, il y a quelque chose de spécial. Et moi j'habite numéro 17 aussi. Ah, voilà. C'est top, hein? Il devrait mettre le 770 en Airbnb, tu vois. Ah ouais, là c'est top. Mais c'est pour ça qu'on va au Seven, parce qu'il y a quelque chose là-bas. Et un jour, on lui a proposé d'aller à l'est. Vous savez, dans les synagogues, surtout dans les synagogues ashkénazes, c'était celui qui s'assoit à côté du Chazan, à côté du Sefer Torah. Même chez Sepharad, il y a la chaise du rabbin là-bas, comme ça, sur le côté. Et donc on lui a proposé de s'asseoir à l'est, d'aller, entre guillemets, à la place spéciale des rabbins et des grands sages. Et le rabbi a une réponse extraordinaire. Il a dit quoi? Vous pensez que Dieu il est plus là-bas que là où je suis assis ici? Ça montre comment est-ce que le rabbi a déjà à ce moment-là rappelé l'importance de l'unité du peuple juif, quel que soit l'endroit d'où on vient et l'endroit d'où on va et qui on est. Et ça, c'était une des choses que le Baal Shem Tov avait déjà intégré dans les synagogues après qu'il y avait vraiment des scissions. C'est qu'il y a des synagogues pour les riches, synagogues pour les riches, et même dans les grandes synagogues, il y avait l'endroit des cordonniers, l'endroit des boulangers, l'endroit des sages. C'était très grosse scission à ce moment-là. Le Baal Shem Tov est venu à rappeler qu'on est tous les mêmes, qu'on ne doit pas faire de différence. Même si ça existe encore un petit peu, mais il faut vraiment se rappeler que non, il n'y a pas de différence. On doit vraiment vivre ensemble. Et si ce n'est pas nous qu'on le fait, il y en a d'autres qui vont nous le rappeler. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à ça. En fin de compte, entre 1939 et 1941, la guerre, la fuite, la providence divine, il va réussir en fin de compte, Baruch Hashem,
à partir. Mais à ce moment-là, c'est le Rabbi Yosef Yitzhak qui va devoir déjà partir, était très affaibli. Avec sa femme, sa fille aînée, Chana, et son mari, Rabbi Ishmariaou, donc le premier gendre, si vous voulez, le plus âgé, ils vont partir aux États-Unis. Après 1000 périples, ils vont arriver en 1940 à s'installer en Amérique. Malheureusement, comme je vous ai dit, le Rabbi Menachem Mendel Orenstein et la cadette, la petite Shaina, vont être attrapés par les nazis, vont mourir à Treblinka. Et c'est un des drames personnels que le Rabbi va vivre qui va lui faire du mal jusqu'à la fin, quoi. C'est quand même sa famille qui est partie à cause de ça. Le Rabbi, pendant ce temps-là, s'est rendu compte qu'à Paris, c'est commencé à plus être vivable. C'était pas très loin avant que Paris soit pris. Il va donc aller à Vichy. Alors tu connais Vichy? Non? J'ai eu la chance, parce que quand j'étais plus jeune à la Yeshiva, on aidait beaucoup des communautés qui de temps en temps n'avaient pas de rabbin pour voilà, et on allait à 2-3 copains, on allait dans une synagogue, et donc on a fait plusieurs villages, plusieurs villes comme ça, et donc j'allais plusieurs fois à Vichy, une synagogue très sympathique, des gens très sympas, très souriants, et donc j'ai pu faire là-bas les offices plusieurs semaines de suite, très sympathique, et le rabbin là-bas maintenant c'est un copain, Haddad, très gentil, très très gentil, donc Haddad. Et donc lorsqu'il était donc à Vichy, les policiers parisiens, bien sûr, français quoi, sont allés dans la maison du Rabbi, où il habitait en location là-bas, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre sur le passeport. Et la femme du Rabbi répond, faut mettre orthodoxe, sans mettre de détails. Lorsque le Rabbi rentre à la maison et que sa femme lui dit, j'ai demandé à ce qu'on écrit orthodoxe, comme ça peut être chrétien, ça peut être autre, etc., c'est plus tranquille. Le Rabbi dit, c'est quoi cette histoire? Il va au commissariat, il dit, vous marquez juif orthodoxe. Qu'est-ce que ça veut dire de renier sa religion? Ça ne veut pas, c'est pas possible ça. C'est énorme. En sachant qu'on était en plein nazisme. Hein. Et à Vichy, quoi. Ouais, c'est juste à Vichy en plus. En fin de compte, 1941, ils voient que c'était plus possible et ils ont réussi à avoir un visa pour l'Amérique. Ils vont donc aller au Portugal. Avec juif comme truc, c'est en Amérique? Pardon? Avec juif écrit? Ouais. Bah, ils vont faire, j'imagine, des papiers, des visas, des trucs. Ils vont prendre là-bas un bateau qui s'appelle le Serpa Pinto. Et les nazis vont essayer de couler, ils vont Baruch Hashem pas réussir. C'est comme ça que le Rabbi Lubavitch va arriver en fin de compte en Amérique. Et il va retrouver son beau-père qui va l'accueillir à bras ouverts pour lui expliquer que maintenant qu'il est arrivé en Amérique, que depuis 2-3 ans, il a réussi à construire quand même 14 yeshivot, c'est pas rien, sans aucun finance. C'est extraordinaire ce qu'il a réussi à faire. Il dit maintenant, j'ai mis Rabbi Shlomo Gourarié, donc le premier gendre, je l'ai mis à gérer les yeshivot, mais toi, je vais te donner 3 autres organisations que tu vas devoir gérer. Wow. Donc à peine il arrive, c'est pas que tu vas, c'est bon, t'es tranquille, non pas du tout. T'arrives, t'es au boulot direct. Et c'est quoi les 3 organisations qu'il va devoir gérer? On a le Merkaz Achinour, c'est ce qui va permettre de construire toute l'éducation juive par-delà le monde. Bon, au début c'était par l'Amérique, mais après qui va se propager par-delà le monde. Il va y avoir Machane Israël, qui va être toutes les aides matérielles et spirituelles, donc des orphelins qu'il faut leur donner à manger, des gens qui n'ont pas de quoi manger, il faut les aider, etc. Mais tout lié avec le peuple juif, quelle que soit la demande, il fallait organiser pour que tout le monde puisse avoir tout ce qu'il faut pour qu'il puisse réussir à vivre son judaïsme convenablement. Et ne croyez pas que c'était facile. Tout va bien, c'est la bracha. Alors pourquoi c'était pas facile? Il faut savoir, c'est triste ou net, hein, mais il faut savoir que vous connaissez le truc qu'on dit à Marseille, il y a la sardine qui a bloqué le port de Marseille. Vous connaissez ça? Non. Vous connaissez pas la sardine qui a bloqué le port de Marseille? Aïwa. Vous connaissez pas? On écoute. C'est un bateau en fait qui s'appelle la sardine qui a une fois bloqué le port de Marseille. Mais comme on dit les Marseillais, ils voient toujours tout en grand, on dit la sardine a bloqué le port de Marseille. Mais malheureusement en Amérique, on disait autre chose. On disait que c'était les téphilines que les Juifs avaient jetées par-dessus bord qui bloquaient le port de New York. Tellement. Pourquoi? Parce que tellement les Juifs, quand ils sont sortis de cette guerre et qu'ils ont réussi à sortir, que ce soit de Russie ou d'Europe, ils ont réussi à se sauver en Amérique, ils ont tout abandonné. C'est normal, c'est traumatisant. Bien sûr, c'est traumatisant. Donc c'est pour ça que cette vision de devoir arriver dans un pays où tous les Juifs te disent « mais laisse tomber là, on n'en veut pas ». Et donc le Rabbi Yosef Yitzhak, pendant des années, il allait dans toutes les villes et il disait à chaque fois « Amerika is not anders ». L'Amérique n'est pas différente. C'est pas parce qu'on n'est pas en Israël, qu'on n'est pas en Russie, qu'on n'est pas, qu'il faut faire différemment. Mais il y avait une grosse difficulté. L'Amérique, c'était entre guillemets l'ouverture pour la possibilité d'avoir beaucoup d'argent, tout le monde a la possibilité de réussir. Mais
ceux qui étaient religieux, vous savez combien de fois ils devaient trouver un travail? Mais tous les dimanches, ils devaient trouver un travail parce que le vendredi, ils se faisaient virer parce qu'ils ne venaient pas le lendemain. Ah, ouais. Tous les vendredis, ils se faisaient virer et ils devaient trouver un travail le dimanche. Il ne faut pas se faire virer si Tu, on revient. tu arrives à vivre comme ça? C'est dingue. C'est dingue. Faut avoir une- Et c'est pour ça que beaucoup ont commencé à travailler Shabbat, parce que c'était quasi impossible. Mais il y en a plein qui ont réussi à tenir. Quand est-ce que ça a commencé à devenir vraiment catastrophique? Quand les Juifs ont commencé à raser leur barbe. En fait, ça c'était la dernière limite. Tu fais pas Shabbat, tu fais pas ce que tu... Encore, allez. Mais quand ils ont rasé leur barbe, c'était la fin. Et là, le rabbi, c'est difficile parce que c'était d'une certaine façon, on veut vraiment leur ressembler, on veut vraiment être comme eux et on veut se mélanger complètement. Et là, c'était très difficile pour tous les chassidim, pour tous les rabbins, de ramener leur population dans les synagogues parce que, entre guillemets, ils n'avaient plus la même. C'était autre chose, ouais. On ne se rend pas compte de l'évolution qu'il y a eu du judaïsme jusqu'à aujourd'hui. C'est même traumatisant pour les gens à ce moment-là. En fin de compte, le rabbi va donc arriver là-bas, il va s'occuper de ces deux organisations-là. Il va aider le peuple juif, quelle que soit la façon, même s'ils n'avaient plus de travail, à s'organiser ou pour leur trouver un travail, ou s'organiser à ouvrir des usines, etc. Enfin, vraiment un travail extraordinaire. Mais il va faire aussi une troisième qui existe encore aujourd'hui, qui est extrêmement importante, c'est Keot. Keot, c'est la maison d'édition de tous les livres de Torah, et spécifiquement de Chassidut. Et c'est comme ça que quasi-totalité des livres de Chassidut que vous retrouvez aujourd'hui, grâce à cette maison d'édition. Après la guerre, il n'y avait plus rien. Il a fallu tout réimprimer. Que ce soit le Siddur, que ce soit le Marzor, que ce soit tout, de A à Z. Et donc c'est comme ça que grâce au Rabbi, qui a commencé avec ces trois grandes organisations, on a pu réussir à faire renaître le mouvement Lubavitch, qui à ce moment-là était en train de tomber à un niveau catastrophique. Il ne restait plus rien du chassidisme, déjà en général. Et c'est là qu'on va voir que le rabbi le rabbi Menachem Mendel de Lubavitch va faire quelque chose d'assez extraordinaire. Il va, lorsque le rabbi de Satmar, qui était en grande opposition avec le mouvement Lubavitch pour différentes raisons, et spécifiquement par rapport au sionisme, on va en parler un petit peu plus tard, va venir réussir à sortir de la guerre, le rabbi va l'accueillir, il va le soutenir, il va le financer pour faire renaître le mouvement Satmar en Amérique. Malheureusement, un peu plus tard, il va y avoir des soucis qui vont même arriver aux mains, pas avec les rabbis bien sûr, mais entre petits. Et c'est le fils du rabbi de Satmar qui va reprendre et qui va calmer le jeu. Mais ça va être vraiment des moments très difficiles. Et c'est pourquoi le rabbi voulait ça. Parce qu'il s'est dit, on est déjà tellement peu de juifs religieux qui veulent faire renaître le judaïsme. Pourquoi se prendre la tête avec des idées on n'est pas d'accord sur tout. C'est pas la fin du monde. Mettons-nous au travail pour faire renaître le judaïsme et ça va marcher à un long moment. Jusqu'au moment où il va y avoir cette scission qui va être un petit peu embêtante. Et donc ça c'était la première partie. Alors maintenant le rabbi, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir besoin de gens pour pouvoir faire tout ça. On ne peut pas tout faire tout seul. Celui qui veut vraiment réussir à un moment, il faut réussir à déléguer. C'est très difficile de déléguer, mais il va le faire. Et il y a un très grand sage, le Rav Chaim Chodakov, qui va accompagner Rabbi Yosef Yitzhak, qui va l'aider à construire au début les yeshivot, etc. Qui est en fait, il était lui-même diplômé du ministère de l'éducation en Pologne et en Russie. Ce qui fait qu'il avait des vraies connaissances de comment on construit une école, comment on gère une école, et donc c'est lui avec le Rabbi Lubavitch qui vont construire les différentes écoles qui vont être des milliers d'écoles qui vont être en fin de compte construites grâce à ce Rav extraordinaire qui va être le secrétaire privé du Rabbi. Entre autres, parce qu'il y en a 4-5, mais lui, il va vraiment s'occuper de tout ce qui est éducation. À part ça, il y aura Krinsky qui va s'occuper des shluchim, etc. Bon, il y a plein de détails. Mais le Rabbi va commencer à écrire des livres. Mais pas des livres qu'on ne connaît pas. Des explications sur les livres qu'on connaît. Par exemple, il y a la Haggadah du Rabbi. Celui qui veut vraiment comprendre la Haggadah, il suffit d'acheter la Haggadah du Rabbi qui existe aussi en français. Elle est magnifique. De Pessah? Ah oui, de Pessah. Elle est extraordinaire. On a déjà fait ici des shiurim, des conférences sur la... Tu l'as, à la maison, ouais. Mais tu peux la commander sur... Et alors, malgré toutes les conférences qu'on a fait sur la Haggadah du Rabbi, elle a quelque chose de vraiment de spécial. C'est très puissant. Et il y a le fameux Hayom Yom. Alors, dans le petit mot Torah, je ne le dis pas chaque fois, mais très souvent, je le dis d'une façon un peu
entre les lignes comme ça. C'est quoi Yom Yom? C'est un livre. À ce que chaque jour, il y a une petite pensée. Chaque jour, le rabbi a écrit une petite pensée. Et quand le rabbi Yosef Yitzhak a vu ce livre, il a dit waouh, tellement de sagesse, tellement de grandeur dans un peu. Chaque jour, c'est quoi, 3-4 lignes. Mais chaque fois, il y a quelque chose d'extraordinaire comme message qui passe chaque jour. Et donc, tous les jours, on apprend ce petit mot. Et donc, très souvent, dans le petit mot Torah, j'essaye de mettre aussi ce petit message du rabbi à l'intérieur. Et il faut savoir que le 11 Nissan, à ce moment-là, on ne savait pas pourquoi, mais le 11 Nissan, dans ce petit livre de Hayom Yom, qui veut dire jour par jour, il va donner toutes les coutumes qu'un juif doit faire le jour de son anniversaire. Par exemple, apprendre le Teilim de sa prochaine année, de se rassembler entre amis, toutes les coutumes, quoi. Et on n'a pas compris pourquoi spécialement ce jour-là. Et plus tard, on va savoir qu'en fait, c'est le jour de son anniversaire. C'est pour ça qu'il a écrit ça ce jour-là, tout simplement. Mais à ce moment-là, il va commencer à généraliser des coutumes qui n'étaient pas connues de tous. Par exemple, le fait qu'ils habitaient en Israël, qu'ils n'habitaient pas en Israël, qu'ils habitaient en Amérique, il y avait une grande question pour les femmes juives qui ne voulaient pas se couvrir les cheveux. Donc le rabbi va dire, mettez une perruque. C'est pas parce que la perruque est plus belle que les cheveux, ça change rien. Le fait de mettre une perruque permet d'être cachère avec la halacha, avec la loi, que tu ne montres pas tes cheveux aux autres. Personne n'a dit dans la Torah qu'une femme doit être pas belle. Chas v'shalom. Donc le fait de faire la halacha à travers la perruque, c'était une nouveauté qui n'a pas été acceptée par énormément de rabbins. Énormément. Après, il a demandé à ce que toutes les jeunes filles qui ont déjà 3 ans allument les bougies de Shabbat avec la bénédiction. Il y a beaucoup de rabbinim séfarades qui étaient contre, encore jusqu'à maintenant. C'est ça que j'allais dire. Au Maroc, je me rappelle, elles ne mettaient pas les perruques. Non, parce qu'ils vivaient dans un autre monde. Elle mettait juste un foulard. Maintenant, oui. Maintenant, beaucoup, ouais, bien sûr. Pardon? Oui, c'est la tête couverte, exactement. Mais le fait de mettre une perruque te permet aussi d'être dans le monde et de ne pas le montrer. Tu vois? Il faut savoir, alors c'est intéressant, mais quand le rabbi est allé à la Sorbonne avait une règle. On ne peut pas rentrer dans la Sorbonne avec la tête couverte. Jusqu'à encore aujourd'hui. Comment il faisait le rabbi? Il avait une perruque en kippa. Et il mettait sa perruque kippa sur la tête. Et cette perruque se vend encore à Paris pour des gens qui travaillent, qui sont opticiens, etc., qui vivent avec le monde, entre guillemets. Ils ont leur perruque kippa. C'est genre une perruque des cheveux. C'est une perruque de faux cheveux que tu mets sur la tête. Tu vois pas la différence. Tu crois qu'il a rien sur la tête. Mais il a la kippa. Extraordinaire. Et c'est quelque chose qui existe que beaucoup de religieux mettent à Paris. Beaucoup. Alors aujourd'hui, moins, parce que les juifs sont maintenant un peu plus connus. Mais je me rappelle, mon père et plein de gens, des parents de mes amis qui travaillent à Paris, jusqu'à encore aujourd'hui. J'ai jamais entendu ça. Bien sûr. Maintenant, en 1950, Rabbi Yosef Yitzhak va partir de ce monde, physiquement on ne va plus le voir, mais il ne va pas laisser de testament, ce qui fait qu'on ne va pas savoir qui va devoir prendre sa place. Et là, comme je vous ai dit, le problème c'est que c'est les chassidim qui nomment. Mais pendant toute la première année, on avait 2 choix. On avait le premier gendre, qui lui était le directeur de toutes les yeshivot du Rabbi Yosef Yitzhak, donc c'était quand même puissant, hein. C'était pas quelqu'un, il n'était pas gendre du Rabbi pour rien. Et puis Rabbi Menachem Mendel Schneerson, qui était avec des connaissances séculières, qui avait entre guillemets une petite tare, qui ne se mettait pas le Streimel comme son beau-père, qui avait ce chapeau là qu'on met aujourd'hui. Et donc qui était avec une vision plus moderne, il mettait pas le surtout tout le temps, il avait la veste. Il avait une vision complètement différente de ce que pouvait être le mouvement Lubavitch tel que l'était dans les temps anciens. Et donc c'était une grande question. Le grand atout, c'est que c'était un bel homme. Oui, mais c'est pas suffisant pour être rabbi. Non, mais je veux dire en plus. En plus, oui. Une valeur ajoutée. En plus, il faut savoir que le rabbi à ce moment-là avait déjà commencé à parler de l'éducation des filles. Il faut savoir qu'en général, les filles n'apprenaient pas la Torah. Le rabbi a insisté pour que les filles juives puissent avoir une école, un séminaire pour apprendre la Torah, pour qu'ils puissent, elles, transmettre à leurs enfants la Emouna et la Torah. Et plus que ça, il a insisté après à ce que ces femmes puissent prendre la parole et aider leur mari et être même des fois plus grands et plus présents dans la shlichut à aider dans la ville que leur mari. Et oui, donc ça c'était quelque chose pour les chassidim, c'était difficile à comprendre. C'était quelque chose qui était totalement nouveau. Et donc c'est pour ça que c'était pendant 1 an très difficile. Parce qu'on avait d'un côté le premier gendre qui lui voulait être rabbi. Il s'appelait Gorari. Et le rabbi qui ne voulait pas.
Mais les deux candidats, ils étaient dans la famille, non, je veux dire. Ah oui, oui, bien sûr, de toute façon, c'est la famille. Alors, ça pouvait ne pas être comme le Maguid de Mezrich, mais c'est rare. En général, ça reste en famille. C'est des grandes lignées royales, donc ça reste un peu. Mais c'est pas obligatoirement le fils. Maintenant, ou pas l'aîné. Chez Ashkenaz, chez l'aîné, c'est très fort, mais pas pour le rabbi. Pour le rabbi, c'est un peu différent. Et donc, pendant plus d'un an, il y a eu une sorte de bataille très discrète, très silencieuse, à savoir qui allait être le rabbi. Depuis le moment de la disparition du rabbi précédent jusqu'à un an plus tard. Et pendant toute l'année, le premier gendre, le Rav Gourari, attendait à ce qu'on lui propose. Il a eu quelques propositions, mais pas de tous les chassidim, parce qu'il faut que tous les chassidim écrivent une lettre officielle, etc. Alors que le rabbi recevait tout le temps des lettres, on veut que vous soyez notre rabbi, on veut que vous soyez notre... Et lui disait à chaque fois non. Il dit, qu'est-ce que vous me demandez à moi? C'est pas à moi. Moi, j'ai reçu un job de Rabbi Yosef Yitzhak, c'est tout. Laissez-moi tranquille. Il avait, entre guillemets, sa vie personnelle encore à ce moment-là. Au point qu'un jour, il a pleuré lorsqu'il a reçu cette lettre. À peine il a commencé à lire, il a fermé la lettre, il a commencé à pleurer. Mais laissez-moi tranquille, c'est pas mon job. Un an plus tard, Yudjvat, jour du Yortzeit de Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, ils vont commencer à chanter une chanson spéciale qu'on appelle le Nigun du Mahamar. Et là, il va commencer à faire Boss, il va commencer à faire un Mahamar. Son premier discours chassidique. Alors, vous allez me dire, mais il faisait tous les jours des discours en fait. Il y a une grande différence entre un discours qui parle d'une paracha, un discours voilà, pour tout le monde. Non, un Mahamar, c'était différent. Un Mahamar, c'est quand le rabbi il tenait la table parce que son âme montait dans les sphères supérieures et il racontait ce qu'il voyait là-bas. Et là, il y a plein, il y a tout un... Et là, c'est magnifique. Quand tu apprends un Mahamar, c'est extraordinaire. Alors, des fois, on n'arrive pas toujours à comprendre ce qu'il y a dedans tellement c'est puissant. Il y a des Mahamars qui sont accessibles, d'autres un peu moins, voilà. Mais quand il a commencé à faire le Mahamar, il a pris sur lui la destinée d'être notre guide. Parce qu'il n'y a que le Rabbi qui fait le Mahamar. Et c'est comme ça que va commencer une nouvelle personne, en fait. C'était plus le même monsieur. Avant, on l'appelait le Ramash. Ça veut dire Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Un rabbi quand même. Oui, ça restait quand même un grand, ou Rav si tu veux. Mais après, c'était le Rabbi. C'est devenu différent. En fait, même sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon d'interagir avec les gens était complètement différente. Il y a une sorte de distance qui s'est mise un petit peu, et en même temps, de connexion spéciale avec les gens qui n'est qu'avec le Rabbi. Pour vous donner une petite idée, il y a... Hein? Pour vous donner une petite idée, il y a un autre rabbi d'une autre lignée, pas Lubavitch. Le jour où il est devenu rabbi, il a mangé sa soupe et il pose la cuillère et dit « Je ne suis pas encore devenu rabbi parce que j'ai encore senti le goût de la soupe. » En fait, un rabbi, il n'est plus dans le monde. C'est fini, il est au-dessus. Il doit guider, donc il doit tirer. Pour tirer, il faut que tu sois au-dessus du trou. Tu ne peux pas être dans le trou. Donc en fait, un rabbi, c'est autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a eu un changement si total entre l'avant et l'après. C'était deux personnes complètement différentes. Est-ce que l'autre gendre, il a accepté? Ah, c'est ça toute la question. Le problème, c'est que lui, pendant plus d'un an, Ça n'a pas de goût. Hein. pendant plus d'un an, les vieux chassidim, les anciens chassidim, il y a eu une grande discussion, est-ce qu'il fallait accepter le rabbi en tant que oui ou non. Étant donné qu'une grande partie l'avait quand même demandé à ce qu'il soit le rabbi, une grande majorité l'avait accepté et le soutenait, etc. Mais certains non. La famille même du rabbi, comme tu viens de poser la question, la belle-mère, donc la mère du rabbi Yosef Yitzhak, n'avait pas totalement accepté parce qu'elle voulait que ce soit la première fille qui était l'aînée, qui était mariée avec Gourarié, qui est truc. Mais après un an, on s'est rendu compte que le Rav Gourarié s'est mis complètement, total, annulé au rabbi de Lubavitch. Le premier gendre s'est annulé complètement et accepté totalement que c'est bien le rabbi qui est le rabbi. Après un an, ça a pris quand même un an, mais il a totalement accepté. Mais pas la famille. Sa femme n'avait pas accepté. Et encore moins son neveu. Tu m'étonnes. Et encore moins son neveu. Gros problème familial. Mais énorme. Mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire que le rabbi va faire. C'est que malgré qu'il y avait certaines qui ne l'avaient pas accepté, il n'a pas enlevé une seule personne qui avait déjà été nommée par son beau-père. Et même le chef de la bibliothèque du rabbi, qui est, on va pas s'en donner de nom,
qui était contre, assez, pas virulent, mais officiellement, entre guillemets. C'est lui qui a organisé le. Ouais, c'est ce qu'on va parler, voilà, tout de suite. Et ben, il l'a laissé. Il avait été nommé par le Rabbi Yosef Yitzhak. Quand le Rabbi Yosef Yitzhak disait, il n'y a pas de question à se poser, le Rabbi avait dit, Ça mérite un drink, ça. Et c'est là que on va parler. C'est là que, avant de parler de l'histoire de la bibliothèque, le Rabbi va commencer, entre guillemets, Mandy, arrête de faire du bruit, s'il te plaît. Le Rabbi va commencer sa première année en nous expliquant quelle était sa vision, en fait. La vision du Rabbi pour la suite des événements. La vision du Rabbi va être très simple. Chaque petite chose qui nous arrive dans la vie est un message pour la vie. Il va raconter, pour commencer, ça va être vraiment, c'est le début du début, il va commencer par une histoire qui s'est passée dans la dynastie Lubavitch. Et je ne veux pas dire de bêtises, en tout cas avec des grands rabbis Chabad, il y en a un qui était en train d'étudier la Torah, mais était tellement concentré qu'il n'a pas entendu son fils en train de pleurer qui était encore bébé. Et je crois que c'est l'Admor Azaken qui descend et qui lui dit, étudier la Torah c'est bien, mais si tu n'arrives pas à entendre le pleur d'un bébé, c'est que ça vaut rien. Je ne sais pas les mots exacts, mais plus ou moins. Et de là, il a dit, si c'est comme ça, ça veut dire que tu peux être le plus religieux du monde. Si tu n'entends pas les pleurs d'un juif qui à côté n'a pas mis les tefilines, tu n'entends pas les pleurs d'un juif qui n'est pas venu à la synagogue, tu n'entends pas son pleur, c'est que ça vaut rien. Et c'est comme ça qu'il va commencer en fait toute la force lubavitch qui est d'avoir dans tous les endroits du monde quelqu'un qui soit prêt à donner sa vie pour aider un juif à faire sa Torah. Et tout va se baser entre guillemets sur cette histoire au début. Et donc, comme je vous ai dit, il va y avoir le Rav Chaim Prodakov qui s'est occupé de l'éducation. Il y a le Rav Groner, Rav Klein, Rav Krinsky, Rav Rothstein, Rav Simpson. Chacun va avoir, c'est vraiment des gens de confiance qu'il va avoir, qui va mettre sur différents piliers et qui va permettre de faire. Maintenant, le Rabbi, il faut savoir qu'il sortait très rarement du 770. Avant, il se baladait, entre guillemets, il faisait sa vie. Mais à partir du moment où il est devenu Rabbi, tout a changé. Sa vie, c'était aider le monde à évoluer. Rien d'autre. Et il a bien expliqué, il y a une grande différence avec tous les autres dynasties chassidiques, où le Rabbi, entre guillemets, c'est le boss et les autres, ils suivent. Pas du tout. Le Rabbi, il voulait que chaque juif soit lui-même, entre guillemets, un Rabbi, dans le sens où c'est lui qui doit prendre en main les choses pour aider son prochain. N'attends pas que lui fasse son job, c'est à toi de faire ton job. Moi, je peux te guider, je peux te montrer, je peux te donner des conseils, ce que tu veux, mais c'est à toi. Chacun doit être le pilier de là où il se trouve. En tant que parent, dans sa famille, dans son entourage, avec ses amis et dans sa communauté aussi. Et c'est pas parce qu'on ne connaît pas beaucoup qu'on ne doit pas faire. Tu connais la Aleph-Bet, tu sais faire Shabbat, tu fais Kiddush à la maison. Invite quelqu'un qui ne fait pas Kiddush. Et c'est comme ça qu'il va recevoir chez lui des milliers et des milliers de lettres. Et on lui a offert une machine qui ouvre les lettres. Alors la première fois, il a dit c'est trop bruyant. Alors il a acheté une autre. Il a dit mais c'est pas pour le bruyant que je veux pas. Je veux à chaque fois ressentir les larmes qui ont fermé les lettres pour pouvoir comprendre ce que la personne a écrit à l'intérieur. Et donc il va ouvrir lui-même toutes les lettres, une par une. Et il va répondre une par une. Il faut savoir qu'il écrivait de deux mains. Au bout d'un moment, il va demander à son secrétaire, en même temps, et il va demander à son secrétaire de taper à la machine, puis il va signer, des fois il va mettre des petites remarques, enfin, c'est un travail énorme. Et de temps en temps, et même souvent au bout d'un moment, il allait au Ohel du Rabbi, donc sur le tombeau du Rabbi Yosef Yitzhak, et là-bas il écrivait, il déchirait les lettres, il lisait les lettres, il priait, il restait des fois des journées entières pour prier pour les gens qui demandaient des bénédictions. Et c'est là qu'arrive l'histoire, comme tu l'as bien dit, du neveu. Désolé, c'est un peu plus long que d'habitude. Super intéressant. Et donc, c'est là que va arriver le neveu du Rabbi, donc le Bari Gourari, le fils de l'aîné, de la belle-sœur l'aînée, qui va changer et qui va abandonner un petit peu la religion, qui va partir un petit peu, voilà. Mais tellement ça va être très compliqué familialement parlant, que lorsqu'il va se marier, le Rabbi ne va même pas être invité au mariage. Oula. C'est chaud, hein? Oula. Étant donné que le Rabbi n'était pas invité, sa femme, qui était la tante, ne va pas aller non plus. Par contre, elle va encourager les autres à y aller. C'est ça qui est beau. Mais en fin de compte, ça va créer une certaine scission quand même.
qui fait que Barry, au bout d'un moment, il va jouer, il va faire plein de trucs, il va perdre beaucoup d'argent. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans la bibliothèque personnelle, qui était à son étage, parce qu'il habitait dans le 770 South Parkway, dans les étages supérieurs, au 2e, 3e. Et il va aller dans la bibliothèque du rabbi. Attends, Mandy, va à côté, s'il te plaît. Et il va demander au patron de la bibliothèque, comme je l'ai dit, qui était pas très fan du rabbi à ce moment-là, quels sont les livres les plus intéressants, les plus rares, etc., pour pouvoir les revendre et gagner de l'argent. Il faut savoir qu'un des livres, entre guillemets, pas les plus grands, va être vendu à plus de 96 000 dollars et va être revendu quelques semaines plus tard à plus de 150 000 dollars. Il va prendre un truc comme 500, 550 livres. Enfin, c'est inimaginable. Un seul livre. Mais il avait des livres extraordinaires. Il faut savoir que... Il suffit de faire des copies alors. Ah oui, mais il y a des copies qui ont été réimprimées, mais le livre original, c'est des trucs d'antiquité. Par exemple, il faut savoir que dans la bibliothèque du Rabbi, qui est encore bloquée en Russie, il y a le livre de prière du Baal Shem Tov. Extraordinaire. Ça existe encore, ce livre? Oui, mais il est gardé par la Russie, on ne peut pas l'avoir. Il y a certains livres qu'on a réussi à avoir, certains livres sont encore bloqués là-bas. Des antiquités immenses. Des trésors. De vrais trésors. Et il y a certains qu'on a. Au Vatican aussi, il y a des trésors juifs. Ouais. Au Vatican. C'est ce qu'ils disent. Et c'est là que... Dit, viens, on les prend. C'est pas si évident. Et c'est là qu'il va y avoir un gros problème, parce que quand le rabbi va se rendre compte que, parce qu'il allait souvent dans la bibliothèque, il va se rendre compte qu'il y a des livres qui manquaient, il va demander au bibliothécaire qu'est-ce qui se passe, etc. Ils vont mettre des caméras et ils vont se rendre compte que c'est Barry qui avait pris les livres. Le Gourariel. Oui, le fils, quoi, ouais. le neveu. Et donc ils vont l'appeler devant un Beddin pour qu'il rende les livres. Beddin, c'est-à-dire un tribunal rabbinique juif. Mais il va pas vouloir. Mais il va pas vouloir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas vouloir venir au tribunal. C'est lui. Si tu viens pas, tu peux pas être jugé. Donc qu'est-ce qu'il va faire? D'abord le rabbi, avant de passer au pire, c'est d'appeler le tribunal non juif dans un cas comme ça. D'abord il va te parler à son beau-frère, avec qui il avait une bonne entente, puisqu'ils avaient trouvé une entente entre les deux. Il va lui dire, appelle ton fils, dis-lui qu'il rend les livres. Et il va lui dire, mais mon fils m'écoute pas, je sais pas quoi faire. Et c'est comme ça qu'ils vont être obligés d'intenter un jugement, une justice officielle, qui va durer longtemps, qui va être une vraie... Tu arrêtes, Mandy. Ça je savais pas. Donne-lui de l'eau. Tu veux du coca? Donne-lui de l'eau. Tu veux du coca? S'il vomit, c'est pas ma faute. Ouais. Et c'est comme ça qu'en 1987, donc bien plus tard, il va y avoir un jugement qui va être donné et qui va être basé en grande partie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être entendus, mais en grande partie, ça va être basé sur ce que la femme du rabbi, donc la fille de Rabbi Yosef Yitzhak, va dire. Quand on va lui poser la question, d'après vous, à qui appartiennent les livres, elle va dire, le rabbi, mon père, et les livres appartiennent aux chassidim. Donc le rabbi appartient aux chassidim. Et ça, pour le juge, ça va beaucoup le marquer. Et c'est comme ça que plus tard, en 1987, les livres vont être rendus, malgré que certains vont être malheureusement perdus. Mais une grande majorité des livres vont pouvoir être ramenés. Ce jour-là, il y avait une fête au 770, mais vous imaginez même pas. C'était les sacs à dos remplis de vodka qui remplissaient. C'était la fête de chez la fête. Mais en fin de compte, le rabbi l'a laissé un petit moment de fête quand même, parce que c'était vraiment un moment spécial, au point que tous les ans, il faisait une journée spéciale de cette journée où les livres sont rentrés. Encore aujourd'hui, on appelle ça Did al-Notzar. Vas-y, mets de l'eau. Par contre, le lendemain, il va dire au directeur de la yeshiva, il va leur dire, vous dites à tout le monde de s'arrêter, parce que maintenant, le fait qu'on a des livres qui sont revenus, il faut les étudier. Faire la fête, c'est bien, mais le but des livres, c'est de les ouvrir. Donc maintenant, il faut aller les ouvrir, quoi. Et donc, c'est là qu'on va parler maintenant de la partie politique que le rabbi va prendre en tant que leader. Parce que, de façon générale, les rabbis ne se mêlent pas de la politique. Mais le rabbi de Lubavitch, c'était différent des autres. Et malgré qu'il ne va jamais dire qui il fallait voter ou autre, il se mêlait de la politique israélienne beaucoup plus que de la politique américaine. Et donc, à partir du moment où ça touchait le peuple juif, ben il était très attaché à ça.
Et donc, tout d'abord, il va avoir une vision ultra moderne que l'on a aujourd'hui avec Chabad. On utilise WhatsApp, Facebook, etc., toute la modernité, la radio, la télé, pour pouvoir transmettre la Torah. Ce qui n'était pas vraiment le cas de la vision des autres chassidim de façon générale, encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que l'armée mondiale du Rabbi, c'est les shluchim. Tous ces envoyés, des émissaires comme nous ici à Bruxelles, on est envoyés ici pour aider le peuple juif et la communauté à pouvoir être attachés et à pousser à ce que chacun puisse faire la Torah convenablement. Et c'est comme ça que certains vont avoir comme mission d'ouvrir des magasins cachers, d'autres vont avoir des missions d'ouvrir des écoles, d'autres vont avoir de faire des synagogues. Chacun va avoir une mission. Et le fait même d'être professeur dans une école, c'est aussi une mission. Chaque façon que tu peux aider à amener plus de judaïsme dans un endroit, c'est une mission. Et c'est là que le rabbi va mettre en place les 10 campagnes du rabbi. 10 mifsaïm, 10 choses importantes qu'il faut vraiment aider à ce que le peuple juif fasse. Quand on a ces 10, on a une grande base pour pouvoir avancer. Les 10 sont mettre les téphilines, c'est pour ça que les gens vont dans les rues comme ça, mettre téphilines. Avoir les mezuzot à la maison, étudier la Torah chaque jour, Timot Torah. Tzedaka, très important, c'est la base du peuple juif. Avoir des livres juifs chez soi à la maison, parce que si tu n'en as pas, comment tu veux apprendre? Le fait d'en avoir, même samedi après-midi, tu es tranquille à la maison, on ne peut pas prendre la voiture de toute façon. Donc tu ouvres un livre. Tu ouvres. Ah non, c'est Shabbos. Allumer les bougies de Shabbat. Comment on appelle les bougies de Shabbat en hébreu? Nerot. Nerot, Shabbat, Kodesh. C'est quoi les premières lettres? Nerot, Shabbat, Kodesh. Neshek, c'est quoi Neshek en hébreu? Silence. Neshek, Tuer. c'est un pistolet. Rabbi disait quand les filles allument les bougies de Shabbat Kodesh, c'est une arme. C'est une arme contre nos ennemis. Une arme, Neshek. Kashrut. Si on ne mange pas kasher, c'est très difficile d'avoir l'envie de venir à la synagogue de faire la prière. En fait, on perd l'envie de s'attacher au judaïsme quand on ne mange pas kasher. Et c'est pour ça que c'est une des choses qu'il faut travailler. Ahavat Israël, l'amour du prochain de façon générale, soit matériellement, spirituellement, tout. Chinour, donner une éducation juive à ses enfants. Si on ne les met pas dans une école juive, comment tu veux qu'ils apprennent? Et Tarat Mishpacha, qui est la base du peuple juif, c'est faire attention que la femme va au mikvé pour qu'il puisse y avoir des enfants kasher qui sortent en fin de compte de ce coup. Parce que les enfants aussi, ils ont péché. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, quand... Pour les manger. Non. pour qu'ils puissent avoir des outils cachers pour pouvoir réussir dans leur vie, spirituellement parlant. Sinon, ils peuvent réussir aussi. Mais les outils ne sont pas malheureusement bien adaptés s'il n'y a pas eu la cache-route avant. Mais c'est pas impossible, mais c'est plus difficile. C'est ça, les sociétés téléphones cachers. Ouais. Alors comment il a fait le rabbi au début? Comment il a fait le rabbi au début pour transmettre tous ces messages? Alors il y avait les trucs publics, mais il y avait beaucoup les yechidut. Yechidut, ça vient du mot yachid, ça veut dire unique. On avait un moment unique avec le rabbi, on rentrait dans le bureau, on parlait avec lui. Ça pouvait durer entre 3 secondes et 1 heure, ça selon les gens. On écrivait un petit pan, ce qu'on appelle un petit truc, et on donnait au rabbi, il lisait et il nous répondait. Et après on sortait. Et selon les gens, il restait un peu plus, un peu moins, etc. Par exemple, pour le mariage, on demandait au rabbi est-ce que oui ou non, c'est bien de se marier. Il y a une fois, il a dit non. Mais de façon générale, c'était... Dans toute sa carrière? Ouais. Sérieux? Et ils sont quand même mariés et ils ont divorcé. Et bah oui, le rabbi te dit c'est pas une bonne idée, faut pas... Bon. Mais après, il y avait trop de monde. Donc il y avait des yechidut publics, dans le sens où il y avait 30 personnes ensemble. Après, il y avait des grands yechidut. Mais même là, c'était plus possible. C'est là que va commencer le dollar. Et comment va commencer le dollar? C'est très intéressant. C'est qu'en fait, le rabbi, il avait l'habitude de marcher de chez lui jusqu'au 770, quand il était plus jeune. Après, au bout d'un moment, sa femme l'amenait en voiture. Après, son secrétaire l'amenait en voiture. Mais au début, il marchait. Et les petits-enfants ont pris le truc. Ils l'attendaient à l'entrée de la synagogue. Et le rabbi leur donnait des pièces et leur disait « mettez la tzedaka ». Et après, ils ont pris le truc. Si on veut pouvoir avoir un moment avec le rabbi privilégié, même une fraction de seconde, le rabbi a demandé à ce qu'on puisse donner des dollars à tout le monde, et tous les dimanches, et même après d'autres jours, il donnait $1, et en même temps, bracha vatslacha, bonne guérison, tac, le rabbi donnait $1 à tous les gens qui passaient devant lui. Ils avaient une et en même temps, ils avaient une fraction de seconde. De $1. Ouais, ça, heureusement, parce que sinon c'était pas possible. Et c'est comme ça qu'ils avaient ce petit moment avec le rabbi. Et j'ai la vidéo comment mon père et ma mère passent devant la rabbi. C'est extraordinaire. On a la photo que c'est à la maison. Ma femme, à la maison, j'ai la photo de ma femme avec ma belle-mère qui passe devant le rabbi pendant Ouais, alors comment il faisait? En fait,
le dollar que le rabbi donnait, on le gardait, et à la place, on mettait $1 à la tzedaka. Tout ça pour apprendre aux gens de mettre la tzedaka. Tellement c'est important. En fait, c'était un peu comme un sang. Ah oui, c'est ça. Dis-moi. Et donc, on va finir, parce que c'est vrai qu'il est pas très tôt. Il y a énormément de gens qui sont venus voir le rabbi pour avoir des enfants, pour pouvoir se marier, pour voir, etc. À chaque fois, il les bénissait. Et il y a ce qu'on appelle un farbringen. Un farbringen, c'est le fait de se retrouver, de faire un lechaim, etc. De pouvoir partager chacun comment il se ressent, comment est-ce que l'autre peut le conseiller. Enfin, c'était vraiment très important. Et c'était vraiment ce qui permet c'est ce qui permet à la communauté de se rapprocher. Ces moments de farbringen sont très importants. On n'a pas encore réussi vraiment à Bruxelles d'instituer ce que c'est vraiment farbringen. C'est vraiment quelque chose qui manque et c'est vraiment très important. On est parti, donc j'ai 17 ans, on est parti à New York pour faire un petit voyage comme ça. Je n'étais pas du tout religieux, je connaissais rien à rien, et encore moins au rabbi, tout ça, bref. Et on a rencontré un Chabad par hasard qui nous avait fait venir au Seven Semanity, qui nous a raconté des histoires sur le rabbi qui étaient extraordinaires. Bon bref, c'était pour un jeune c'était un petit peu étonnant comme ça. Et on parle souvent comme ça du regard du rabbi. Il y avait un regard très, très impressionnant. Et donc, à un moment donné, il nous propose de faire mincha dans le bureau du rabbi ou dans une salle ou que sais-je. Donc il y a plein de monde là. Et tout le monde qui se pousse, qui machin. Et par hasard, je me trouve en face de lui. Wow. Le rabbi. En face de lui. Mais en face comme ça, à 1m50. Et donc, et il me regardait en fait, le regard se croise. Évidemment. Quoi. Et je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que si je suis devenu un petit peu religieux comme ça, c'est pas dans le regard, c'est cette journée que ça s'est joué aussi. Wow. Tellement c'était un regard incroyable. Mais il a impacté beaucoup de gens, par exemple, Jonathan Sachs. Ah oui. Il raconte ça, je me souviens, mais justement, il a écrit un livre où il y a tout un paragraphe, une partie sur le regard du rabbi. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, finalement, je ne suis pas le seul à avoir été à ce point impressionné par. Et toi, tu l'as vu, ton frère? Non, ma femme, oui, moi j'ai vu une fois en rêve. Ah, wow. Sérieux? Il a dit quoi? Je ne me rappelle pas, je me rappelle juste de ce regard là comme ça qui. C'est puissant. Fallait que tu le vois une fois. Même en rêve. Ouais. Je trouvais comme ça, mais. C'est quelque chose. J'ai 17 ans, 18 ans, je sais pas quel âge. Wow. Mais il y a, j'étais un farbringen en Israël, un des rabbanim là-bas qui était un descendant de Rabbi Cheder Matmid, un grand chassid qui a passé Sibérie, qui a gardé Shabbat malgré les travaux forcés, quelqu'un d'extraordinaire. Ouais. Non, pas lui, un autre. Et il nous a raconté, en une phrase, il nous a dit la difficulté de voir, entre guillemets, difficulté de voir les yeux du rabbi, c'est pas qu'il voyait tout à l'intérieur de nous, c'est qu'il nous montrait ce qu'il y avait à l'intérieur de nous. Wow. C'est ça qui est plus puissant encore. Tu vois le truc? Oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, il y en a un qui est à ce niveau-là où il n'y a plus personne. Comme le rabbi, non. Le rabbi, c'est Rosh Ben Israël. C'est spécial. C'est Mashiach. Mais dans le judaïsme, on n'a pas le droit d'avoir des sangs. Comme ça aussi, mais encore Moshe, mieux. c'était pas. Oui, mais c'est un peu d'idolâtrie. Je crois que c'est perdu. Non, c'est pas la même chose. Le fait de dire, oh, C'est un peu perdu en chemin, Mashiach. On va Non, prier le rabbi, il a dit Mais qu'il a Abraham, la porte. Yitzhak, Yaakov, Faut juste, en fait, c'est nos je sais patriarches, pas, c'est c'est nos maîtres, bizarre, c'est mais nos il guides. faut juste voir qu'il est On déjà prie, là. on leur demande de prier pour nous vers Dieu. Non, parce qu'on dit Peut-être qu'il est parmi c'est nous, pas. mais c'est Non, mais eux, ils pensent, ils les prennent comme un Dieu, c'est pas une chose. Ça Je se veux peut, pas trop en fait. parler. On leur demande d'intercéder en notre faveur à Dieu. Ils sont connectés en Ah, vous. mais Mashiach il est Ben prêt David. il est prêt aussi pour des gens. Ah, ils font ce qu'ils veulent. Mais t'as aussi Mashiach Ben Yosef. Ouais, voilà. Ça on avait fait chez toi déjà la conférence en Mashiach. Non, mais Mashiach Ben Youssef, il est là. Alors on va finir avec la politique d'Israël avec le rabbi. Ça, je sais que c'est un sujet qui est en plein Non, dedans. moi j'aime beaucoup parce que c'est un grand sioniste. Alors, il faut comprendre d'abord, très important à comprendre. Vers là. Il faut comprendre que Moi j'aime bien. lorsqu'a commencé le sionisme en Israël, n'a rien à voir avec le sionisme aujourd'hui. Et c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Parce que quand le sionisme a commencé en Israël, c'était anti-religieux.
on veut créer un État sans religion. Et sur ça, le rabbi était totalement contre. C'est pour ça qu'il y a eu un problème avec la tikva, avec beaucoup de choses, parce que c'était quoi? C'était vraiment la question à se poser. C'est quoi l'État d'Israël? Est-ce que c'est un État où il y a les Juifs qui habitent dans un État où on ne veut pas faire la Torah? Le fait dans la tikva où ils disent les Juifs libres de toute Torah, de toute obligation judaïsme. C'est ça, et sur ça, le rabbi s'est battu. Par contre, l'antisionisme, ça c'est quelque chose aussi que le rabbi s'est battu. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec la partie Satmar, qui était très antisioniste. Oui, c'est quoi cette histoire de créer un État alors qu'on n'a pas Mashiach, etc. Alors après, c'est une chose d'être contre ça et d'être pour les Palestiniens. C'est encore un autre niveau, ça c'est fou. Parce que être pour nos ennemis, ça c'est non. Mais il faut comprendre un petit peu leur idée, c'était quoi? C'était créer un État sur une base non religieuse, c'est un problème. Mais la différence, c'est que le rabbi a toujours dit bravo aux soldats, et on protège nos soldats, et on est là pour la terre d'Israël, et il ne faut pas donner les territoires, etc. Donc on voit qu'il y a ce anti-sionisme, anti-religieux, oui, mais sionisme à fond pour le peuple juif et pour la terre d'Israël. Et c'est ce mix qui a toujours été dans la communauté Lubavitch. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on dit Lubavitch, on ne sait pas où ils sont. En fait, c'est cette petite nuance qui fait toute la différence. Donc, le sionisme religieux, quoi. Ouais, c'est ça. Mais même dans le sionisme religieux, il y a encore des petites nuances. Alors, sur ça, le rabbi s'est toujours exprimé très clairement sur le fait de ne jamais donner des territoires d'Israël. Jamais. Jamais. Ce soit en 79, lorsqu'ils ont rendu le Sinaï, le rabbi leur a dit, ça va créer plus de problèmes qu'autre chose. En 67, après la guerre des 6 jours, ils ont abandonné la Cisjordanie et Gaza. Il leur a dit, clairement les mots, ça va amener beaucoup de pertes d'âme et du sang de peuple juif. Voilà, c'est pas compliqué. N'abandonnez pas les territoires, ça va faire des pertes de vie. Et quand en 85 il y a eu la guerre du Liban, il a dit mais faites le travail correctement une fois pour toutes. Si vous en rentrez, faites les choses bien. Et donc, en fait, le rabbi a toujours été pour la terre d'Israël, surtout sur un point, ce qu'on appelle pikoach nefesh. T'as un risque de perdre des gens du peuple juif. Sur ça, il ne faut pas rigoler. Et c'est pour ça que le rabbi a toujours été là. Par contre, il y a quelque chose qui, malheureusement, n'a pas bien fonctionné, c'est sur la loi du retour. Lorsque la loi du retour n'était pas claire. Qui peut retourner? Est-ce que c'est les juifs, ceux qui sont à moitié juifs, ceux que le chauffeur il est juif, est-ce qu'ils peuvent revenir, etc. C'était très problématique, c'était pas clair, et donc il s'est battu à fond, et on va pas rentrer dans le détail parce que déjà on n'aura pas le temps et puis c'est pas un truc, mais en fin de compte il s'est battu à fond pour essayer de mettre clairement les choses, qu'un juif c'est un juif d'après la halakha. Et malheureusement ils n'ont pas voulu à ce moment-là, les religieux se battre pour ça, parce qu'ils se sont dit ouais bon c'est juste pour Israël, mais le rabbi avait cette vision qu'en fait c'est pas que Israël parce que ça va toucher tout le peuple juif dans le monde. La preuve c'est qu'Israël accepte ceux qui ne le sont pas, donc nous aussi on doit accepter ceux qui ne le sont pas, et c'est très problématique. Et c'est là qu'il va y avoir aussi une petite scission entre ceux qui étaient plus libéral entre guillemets en Amérique avec le mouvement Lubavitch. Avant chacun avait sa façon de penser, mais il n'y avait pas de guerre. Ouais. Là à ce moment-là ça va créer quand même une certaine scission entre les deux. Et pour finir, on est obligé de parler un petit peu quand même de sa femme, la Rabbetzin Chaim Mouchka était très discrète, mais ils étaient très unis. Et il faut savoir que tous les soirs ils mangeaient ensemble, au minimum ils buvaient au moins le thé ensemble. Où ils prenaient un moment de discussion. Et il disait que c'était vraiment sa bouée de sauvetage, entre guillemets. C'était un moment très important pour eux. Et c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire aussi avec son épouse, au moins une fois par jour. De prendre un café, prendre un coca, prendre une vodka, c'est encore mieux. Et de prendre un petit moment, une petite bourra. Ouais, je connais ça. Et donc, de prendre un petit moment avec sa femme, même 5-10 minutes, mais par jour, à deux. Et le rabbi nous l'a montré comment tous les jours, il prenait un moment avec sa femme. Et sa femme l'attendait même des fois jusqu'à 2, 3 heures, 4 heures, 6 heures du matin pour avoir ce petit moment avec lui. Tellement c'est important. Et pour finir, le rabbi a toujours rappelé que toute sa vie s'est battu pour une chose. Hâter la venue de Mashiach. Tout ce qu'il a entrepris, c'est pour pouvoir préparer le monde à ce que Mashiach puisse arriver. Et il nous a dit c'est la 3e ligne droite, c'est la dernière ligne droite. Et c'est pour ça que le jour du Gimel Tammuz, le jour du 3 Tammuz, où physiquement on a perdu le rabbi, parce que chaque tzaddik, en fin de compte, son âme, le corps d'un tzaddik n'est juste pour pouvoir interagir avec nous. Mais la vie d'un tzaddik, c'est pas comme un humain, de façon générale, son âme vient d'un monde un peu plus haut. Donc il n'a pas vraiment de rapport comme nous, on a un rapport avec le monde.
Et c'est comme ça que le rabbi, en fin de compte, vit avec nous à chaque instant. Et la preuve, c'est qu'avant qu'on ne puisse pas plus le voir, il y avait 2000 shluchim. On est plus de 6000 maintenant presque. Donc comment c'est possible qu'après qu'il n'est plus là physiquement, il y a encore plus? Parce qu'il est avec nous encore plus. Il a semé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit continuer son œuvre. Comment il fait qu'il n'a jamais, par exemple, voulu être enterré en Israël? Ça, il a dit comme Moshe Rabbeinu. Moïse, il n'est pas enterré en Israël. Parce que c'est pour ça qu'il a répondu même plusieurs fois à des gouverneurs, à des ministres, à des ambassadeurs. Il leur a dit, je ne peux pas aller en Israël. Parce que ici, on a la possibilité d'aider ceux qui sont là. Et après, quand Mashiach va venir, et il a dit une phrase très intense. Il a dit, je serai en Israël 1 minute avant qu'il arrive. C'est marrant. Mais du coup, en gros, il s'était dit, je suis un peu Moshe Rabbeinu, quoi. Ben en fait, tous les rabbis sont une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu. Parce que c'est quoi un Moshe Rabbeinu? C'est Rosh Bnei Israël, c'est la tête du peuple juif. Et Yehoshua a reçu un petit peu de Moshe, après c'est Othniel, on a appris ça, après Ehud, le gaucher, tu te rappelles? Après Shamgar, etc. Qui a tué avec Exactement. En fait, chaque guide du peuple juif reçoit une partie de l'âme de Moshe. En fait, c'est la grande victoire du rabbi, c'est que malgré son départ physique, il est toujours là. Extraordinaire. Et c'est pour ça que cette journée du Gimel Tammuz, elle est importante pour nous rappeler que il faut prendre encore plus sur soi, parce que chaque Gimel Tammuz, l'âme du Rabbi, elle descend encore un petit peu plus, elle nous donne encore plus de force. Et le fait de se retrouver ensemble aujourd'hui va amener beaucoup de brachot, Bezrat Hashem. Alors qu'on puisse rajouter dans l'amour du prochain, dans l'amour d'Israël, dans l'amour de Dieu, dans l'amour du monde entier, et que la paix en Israël, Bezrat Hashem. Merci Mordechai.